Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours E2 qui traite des écosystèmes, structures, fonctionnement et dynamique. Dans ce cours E2, nous allons faire de l'écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Le cours étant sur les écosystèmes, nous nous plaçons donc à cette échelle du vivant. Le cours précédent, c'était l'échelle de la population. Là, on est à l'échelle de l'écosystème. Petit rappel, l'écosystème, c'est l'ensemble formé par le milieu, qu'on appelle le biotope, et l'ensemble des organismes vivants qui y vivent, qu'on appelle la biocénose. Alors souvent, dans ce cours, on va prendre comme exemple un écosystème particulier, qui est l'écosystème de la prairie pâturée. Alors qu'est-ce qu'une prairie? Une prairie, c'est un espace ouvert, ça veut dire qu'il y a une seule strate de végétation qui est dominée par des espèces herbacées. Ça veut dire que les espèces ligneuses, comme les arbres, comme les arbustes, le genêt, le chêne, etc., sont absents. La hauteur varie de 2 cm à 2 mètres pour les prairies de type savane. Et quand on parle de prairie pâturée, ça signifie que sur cette prairie, il y a du bétail qui est présent et qui va consommer sur place les végétaux. C'est ce qu'on appelle donc un pâturage ou une prairie pâturée. Le bétail, c'est l'ensemble des animaux qui sont élevés pour la production agricole. Grossièrement, c'est les bovins, les chevaux, les ovins, moutons et brebis et les porcins. Alors une prairie, il faut aussi savoir, mais ça ce sera l'objectif de la fin de ce cours, que ce n'est pas un écosystème donc qui est figé dans le temps. En fait, la prairie fait partie de ce qu'on appelle une succession écologique qui va mener à la forêt. Ça veut dire qu'une prairie, si j'arrête de mettre les vaches ou j'arrête de faire une fauche, elle va évoluer. Elle va évoluer, des ronces vont arriver, des arbustes vont arriver, puis à terme, des arbres vont arriver, et à terme, j'aboutirai à une forêt. Donc en fait, c'est l'action de l'homme, hein, en faisant une pâture ou en fauchant lui-même, qui permet de maintenir cet écosystème qu'on appelle prairie. Alors dans ce cours, on va faire 4 parties. La première partie, ça concernera donc l'organisation des écosystèmes, comment ils sont organisés. On parlera du biotope et de la biocénose, et comment tout ceci est distribué et donc permet la structure de l'écosystème. Dans une deuxième partie, nous parlerons des relations interspécifiques entre les êtres vivants des écosystèmes, donc quelles sont ces relations, hein, et notamment on parlera du concept de niche écologique, qui est très important en écologie. Ensuite, dans le grand 3, on zoomera sur une relation particulière qui est la relation trophique de mangeur à manger. Et ça nous permettra donc de parler des flux de matière et d'énergie au sein des écosystèmes. Et enfin, dans une quatrième partie, nous parlerons de la dynamique des écosystèmes et notamment de la notion de succession écologique que j'ai abordée dans cette introduction. Commençons par la première partie, l'organisation des écosystèmes, le biotope et la biocénose. Alors le biotope, qu'est-ce que c'est le biotope? Donc c'est le milieu, c'est caractérisé par différents paramètres qu'on peut décomposer en plusieurs catégories. Il y a dans un biotope donné, par exemple d'une prairie, il y a des caractéristiques climatiques, température, pluviométrie, présence de vent ou pas, quelle est la lumière. Il y a des caractéristiques géomorphologiques ou géographiques, par exemple, quelle est l'altitude, est-ce qu'il y a une pente, est-ce qu'il n'y a pas de pente. Et il y a des caractéristiques qui concernent le sol. Par exemple, est-ce que le sol il est sableux? Est-ce que la nature géologique dessous c'est du granit ou du schiste? Est-ce qu'il retient bien l'eau? Est-ce qu'il y a beaucoup de nitrates? Quel est le pH? Tout ça, c'est ce qui va définir ce qu'on appelle le biotope. Passons maintenant donc à la biocénose. La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vont peupler le biotope de l'écosystème. Alors, quand on regarde la biocénose, on peut s'intéresser à la diversité des êtres vivants, donc de cette biocénose. Pour cette diversité, on peut la décrire de différentes façons. On peut déjà l'écrire à l'échelle de l'espèce. On va parler de diversité intraspécifique. Ça veut dire que là, on s'intéresse à la diversité donc génotypique ou phénotypique, ou les deux, hein, au sein d'une même population. Par exemple, dans cet exemple de E1, là, on a donc un écosystème avec des pissenlits, et il y a une diversité à l'intérieur de l'espèce de pissenlit considérée, puisque là, on avait vu que là, par exemple, ils sont petits, ils font 3 floraisons par an, et là, ils font une floraison par an, ils sont plutôt grands. Donc là, il y a une diversité phénotypique, par exemple, à l'intérieur de l'espèce. À l'espèce humaine, c'est pareil. Quand on est dans Angers, il y a une diversité intraspécifique, puisque l'espèce Homo sapiens, il y a différents génotypes et phénotypes, hein. Il y a des grands, des petits, des noirs, des blancs, etc., quoi. Donc ça, c'est une première possibilité, quand j'étudie la diversité des êtres vivants, c'est de regarder à l'intérieur de l'espèce. Ensuite, je peux m'intéresser à la diversité spécifique, qui est interspécifique en fait. Ça veut dire que là, on s'intéresse à la diversité des espèces, au nombre d'espèces. Par exemple, dans une prairie à vaches, il y a un certain nombre d'espèces, et cette diversité, elle est plus grande que dans une prairie où il n'y a pas de vaches. Alors pourquoi? Parce que la vache, par exemple, elle va faire des bouses. Les bouses, ça va permettre de créer un écosystème particulier qui va attirer des insectes qui s'appellent des bousiers, des nématodes ensuite, puis ensuite ça va attirer les prédateurs qui sont par exemple des oiseaux. Et donc j'ai une diversité donc interspécifique, qu'on appelle aussi spécifique, hein, mais le vrai terme c'est interspécifique, qui est plus grande dans un cas que dans un autre.
Alors la diversité de la biocénose à l'échelle des espèces, on peut aussi non pas la décrire donc en considérant les espèces, mais en considérant ce qu'on appelle des groupes fonctionnels dans l'écosystème. Un groupe fonctionnel, c'est un ensemble d'organismes qui a des fonctionnements similaires dans l'écosystème, sans pour autant être apparenté d'un point de vue phylogénétique. Alors par exemple, dans un écosystème, les groupes fonctionnels classiques, ce sont les trois qui sont ici. Il y a le groupe fonctionnel des autotrophes, ça veut dire que ce sont des êtres vivants qui vont donc qui vont avoir le rôle de producteurs primaires, ça veut dire qu'ils vont prendre le CO2 dans le milieu et en faire de la matière organique. Ils font rentrer la matière minérale carbonée dans l'écosystème et la transforment en matière organique. C'est bien la définition d'autotrophe que l'on avait donnée à l'époque où on faisait le métabolisme. Concrètement, dans ce grand groupe, il y a les végétaux, bien évidemment, et il y a aussi les bactéries chimio-litho-autotrophes comme nitrobactères abordées dans le cours du métabolisme. Ça, c'est le premier grand groupe fonctionnel, avec une diversité à l'intérieur. Il y a un autre grand groupe fonctionnel important, c'est les hétérotrophes consommateurs. Eux, ce sont des êtres vivants qui vont se nourrir en mangeant de la matière organique sous forme d'autres organismes vivants. Par exemple, la vache, elle mange de la matière organique qui est sous forme d'êtres vivants, par exemple de la luzerne. Le criquet, pareil. Le moineau, il mange de la matière organique vivante qui est par exemple le criquet. D'où les deux flèches qui sont représentées ici. Eux, ils mangent de la matière organique et ils rejettent du CO2 avec leur catabolisme. Tout le monde fait du catabolisme ici. Donc ça, ce sont les hétérotrophes consommateurs. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les hétérotrophes décomposeurs. Alors eux, ce sont des êtres vivants qui vont se nourrir en mangeant de la matière organique issue d'êtres vivants qui sont morts. Par exemple, c'est le cloporte, c'est le ver de terre, c'est les champignons, c'est les bactéries du sol. Alors ces décomposeurs, ils ont un autre nom, on les appelle aussi des saprophages. C'est synonyme. Par exemple, quand la luzerne donc meurt, elle fait des fragments de feuilles qui sont mortes, quoi, et les cloportes peuvent manger les fragments de feuilles. Les vers de terre, pareil. Les mycètes, ils peuvent se mettre sur les morceaux de lignine des vaisseaux de luzerne, par exemple, et ils peuvent ensuite dégrader la lignine et manger des petits morceaux obtenus par cette dégradation. Donc tout ça, ce sont des hétérotrophes décomposeurs. Alors, on peut être précis dans ces groupes fonctionnels. On peut aller à l'intérieur, par exemple, là je vais aller à l'intérieur des hétérotrophes consommateurs et faire d'autres groupes fonctionnels à l'intérieur. Par exemple, dans les hétérotrophes consommateurs, on peut distinguer les phytophages, qui se nourrissent donc de matière végétale, donc de végétaux, et on peut distinguer, par exemple, les carnivores, qui eux vont se nourrir donc d'animaux, par exemple le moineau qui mange le criquet, ou l'araignée qui mange le papillon. Donc ça, ce sont des sous-groupes à l'intérieur. Pareil pour les hétérotrophes décomposeurs, je peux faire la même chose. Dans les hétérotrophes décomposeurs, je peux donc faire des sous-groupes. Par exemple, le sous-groupe de la pédofaune. La pédofaune, c'est quoi? Ce sont des animaux et des protozoaires du sol. Alors, protozoaires, c'est des unicellulaires eucaryotes qui ont des caractéristiques de cellules animales, comme ça veut dire qu'il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de place, il n'y a pas de vacuole, comme chez les végétaux. Par exemple, l'amibe, par exemple, la paramécie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pédofaune. Eux, ils se nourrissent par phagotrophie. Je vais revenir sur le terme tout de suite après. Et l'autre groupe associé, c'est ce qu'on appelle la microflore. La microflore, ce sont les mycètes, ce sont les bactéries, qui sont dans le sol ici, et qui, eux, se nourrissent par absorbotrophie. La différence, en fait, c'est le mode de nutrition. Alors, je fais du coup un petit aparté là-dessus. Quand je regarde les hétérotrophes, j'ai deux grands types de nutrition. J'ai ceux qui vont ingérer la matière organique particulière ou figurée par la bouche ou par endocytose dans le cas, ou phagocytose dans le cas d'unicellulaire. Par exemple, les animaux, ils sont phagotrophes, clairement. Enfin, sauf des cas très particuliers comme les éponges. Mais nous, on a une bouche, le ver de terre, il a une bouche, le cloporte, il a une bouche, donc il fait de la phagotrophie. Les amibes font la phagocytose, on avait vu ça quand on avait fait la biologie cellulaire sur la phagocytose. L'amibe, elle ingère donc des proies. La paramécie aussi, elle fait l'endocytose sur des bactéries. Donc tout ça, c'est de la phagotrophie. À l'intérieur, il y a différents termes selon ce qui est marqué ici. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Les autres, ils peuvent donc absorber de la nourriture. Alors ça ne va pas être par prélèvement de matière organique particulière ou figurée, ça va être par absorption de petites molécules organiques diffusibles à travers la membrane plasmique. Par exemple, les bactéries ou les mycètes ne vont pas faire de la phagocytose. Les bactéries ou les mycètes vont en fait envoyer des enzymes très souvent à l'extérieur, c'est pour ça qu'il y a marqué précédé d'une exodigestion. Les enzymes vont par exemple dégrader la cellulose, ou autre chose, ou la lignine, quoi, ça dépend de l'enzyme. Et une fois que la cellulose est dégradée, ça fait du glucose. Ensuite, le glucose, il rentre donc par diffusion, avec des transporteurs membranaires, pourquoi pas. Mais ça, c'est ce qu'on appelle donc l'absorbotrophie ou l'osmotrophie.
Il y a plein d'autres termes, ils sont marqués ici, que moi je vais ignorer ici dans ce film résumé, mais si vous voulez savoir les définitions, qui d'ailleurs dépendent des fois des personnes, allez voir sur le PDF qui est concerné. On vient donc de voir que la diversité des êtres vivants de la biocynose pouvait être décrite de différentes façons. Alors quand on parle de diversité, je vais faire ici un petit aparté sur la biodiversité, qui est un terme qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup avec les médias notamment. Alors c'est quoi la biodiversité? La biodiversité, donc, c'est la diversité biologique dans un sous-ensemble de biosphère, et cette biodiversité, on peut l'avoir à plusieurs échelles. Il y a 3 échelles en fait quand on parle de biodiversité. Il peut s'agir de la biodiversité génétique, ça veut dire la diversité des génotypes pour une population donnée. Par exemple, dans une population de tigres, on peut s'intéresser à quelle est la biodiversité génétique. Est-ce qu'il y a plusieurs allèles dans cette population ou est-ce que ce sont tous les mêmes? Pareil quand on regarde les semences, ça c'est très intéressant pour ceux qui font de la biologie de la conservation. Sinon, on peut s'intéresser donc à la biodiversité qu'on appelle spécifique, qui correspond au nombre d'espèces différentes dans un écosystème. C'est souvent elle qui est utilisée dans les médias. Par exemple, on dit voilà la biodiversité de la forêt amazonienne. Ça veut dire voilà toutes les espèces que l'on peut trouver dans la forêt amazonienne. On peut aussi s'intéresser à la biodiversité des écosystèmes. Ça veut dire à un endroit donné, donc voir quelle est la diversité de ces écosystèmes. Par exemple, à un endroit donné, je ne sais pas, il y a une petite prairie, une haie, il y a un petit lac par exemple. Voilà la biodiversité, donc il y a plein d'écosystèmes différents. On va faire un lotissement, on va assécher, on va couper les haies. Voilà comment ça va se répercuter sur la biodiversité des écosystèmes. Par exemple, elle va chuter. Donc tout ça, c'est utilisé par les gens selon dans quoi ils travaillent. Tout ça, c'est inclus dans ce qu'on appelle la biodiversité. Alors maintenant, je vais faire autre chose. Je vais dire que dans l'écosystème, on a vu qu'il y a plusieurs espèces possibles, et il y a des espèces qui sont particulièrement importantes. Ce sont les espèces qu'on appelle les espèces ingénieurs et les espèces clés de voûte. Alors commençons par les espèces ingénieurs, on dit aussi espèces architectes. Qu'est-ce que c'est une espèce ingénieure? C'est une espèce qui va structurer le biotope au sens qui va le construire, ce qui va modifier l'habitat pour les autres espèces. Par exemple, le castor, quand il commence à faire ses barrages, effectivement, ça modifie le biotope. Par exemple, une zone qui était ici non humide peut être transformée en maintenant zone humide inondée du fait du barrage qui fait la rétention de l'eau. Ça va créer de nouveaux habitats. Par exemple, les grenouilles vont pouvoir arriver, par exemple, des poissons vont pouvoir arriver qui n'y en avaient pas avant. S'il y avait de l'eau donc qui était courante et que maintenant j'ai mon barrage, l'eau devient stagnante sous forme étang maintenant. Ça va permettre l'installation de certains poissons qui aiment bien l'eau stagnante, de certains invertébrés qui aiment bien l'eau stagnante. Il faut savoir que les poissons, les invertébrés, en fait, ont des niches écologiques qui peuvent être différentes. Le concept de niche écologique, on verra ça tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y en a qui aiment tel ou tel facteur du biotope. Il y en a qui aiment l'eau stagnante, il y en a qui aiment l'eau qui ne stagne pas, par exemple. Donc là, tous ceux qui aiment l'eau stagnante vont pouvoir s'y installer. Les plantes qui aiment l'eau stagnante vont pouvoir aussi se mettre par ici. Et au niveau des barrages, à cet endroit-là, dès qu'il y a un petit peu d'argile ou un petit peu de terre, il y a aussi les graines qui vont pouvoir germer, et donc des plantes typiques de ce biotope-là vont pouvoir pousser en fait, et ça va attirer des papillons, ça va attirer d'autres insectes, etc. Bon, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le castor, du fait de son activité, il a structuré le biotope, et ça a permis de modifier des habitats. Ça, c'est un très bon exemple d'espèce ingénieure. Je vais vous donner un deuxième exemple d'espèce ingénieure, en lien avec la prairie pâturée, c'est la vache. Alors effectivement, la vache, du fait de son action sur le biotope, va permettre donc de modifier l'habitat pour les autres espèces. Par exemple, la vache, en broutant, elle va maintenir le milieu ouvert. Ça va permettre l'installation d'espèces herbacées qui aiment bien pousser en présence de lumière. Si la vache elle arrête de brouter, en fait les espèces herbacées à terme vont disparaître au détriment d'arbustes et puis d'arbres. C'est la succession écologique. La vache quand elle piétine, elle va finalement donc tasser la terre. Du coup, c'est plutôt les végétaux qui aiment bien une terre tassée qui vont pousser. Elle peut pourquoi pas faire des petits trous et quand il pleut, ça va nous faire des petites mares qui vont pourquoi pas être utilisées comme lieu de ponte pour les moustiques. Donc ça va permettre le développement de l'arbre de moustique par rapport à un sol qui était homogène sans mares. Et puis la formation de bouse par la vache va permettre donc de créer des habitats, des abris pour des êtres vivants comme les nématodes, comme les escargots, des lieux de ponte comme les bousiers de tout à l'heure, et ça va aussi être utilisé comme ressource alimentaire pour les bousiers encore qui sont coprophages. Donc la vache, on voit qu'en broutant, en piétinant le sol, en faisant des bouses, elle va structurer le biotope, ce qui crée ou qui maintient des habitats pour plein d'espèces. C'est bien la définition d'une espèce ingénieure. Troisième espèce que je vais prendre en lien avec le cours de l'année prochaine sur le sol, c'est le lombric.
Alors le lombric, c'est une espèce ingénieure très importante. Alors qu'est-ce qu'il fait dans son activité, le lombric? En gros, il mange. Alors il mange des débris végétaux et de la terre en même temps, hein. Il se déplace et il rejette via son anus des déchets, hein, les excréments en fait, qui sont donc des morceaux de terre qu'il ne va pas digérer et des petits morceaux de végétaux qu'il a pris, qu'il a un petit peu digéré, il en a pris un petit peu, il a fait une assimilation et puis le reste, ça a été rejeté, hein, au sein donc de ces déjections, quoi. En faisant ceci, il creuse des galeries. Et ça, c'est intéressant pour les autres espèces. Par exemple, le fait de faire des galeries, ça va permettre d'aérer le sol, ce qui va permettre la respiration, par exemple, des racines ici qui ont besoin d'O2. Et puis la respiration aussi, l'accès en O2 en profondeur pour les animaux du sol, autres qui sont hétérotrophes et qui ont besoin par la respiration de prendre de l'O2. Ça va permettre l'infiltration de l'eau aussi. Ça c'est intéressant, hein, pour les organismes qui vivent ici et aussi pour les racines qui arrivent ici. Et ça facilite mécaniquement la croissance des racines. Et puis les lombrics, en mangeant à un endroit là, en se déplaçant et en rejetant à un autre endroit. Alors ça peut rejeter au niveau du sol, ça c'est ce qu'on appelle des turicules, ou ça peut rejeter donc au niveau des galeries. En donc mangeant, se déplaçant, en rejetant des déjections, ça va donc faciliter la décomposition par la microflore du sol. Alors pourquoi on dit ça? Parce que une feuille, on verra ça plus tard, hein, une feuille qui a une certaine surface, qui est mangée par le ver de terre, qui est dégradée, digérée mécaniquement en plein de petits morceaux dans son tube digestif et qui ressort ensuite, et bien maintenant la surface a beaucoup augmenté. C'est comme dans le cours sur l'altération mécanique qui permet l'altération chimique, là c'est le même principe, en fait, de décomposer mécaniquement déstructurant donc les petits morceaux de feuilles, et bien maintenant la microflore du sol qui envoie des enzymes et qui fait donc de l'absorbotrophie, et bien elle a accès à une bien plus grande surface en fait. Donc la matière organique elle est préfragmentée par le tube digestif et ça favorise l'action des bactéries ou des mycètes de la microflore du sol. Les vers de terre, on l'a dit, ils arrivent à répartir cette matière organique. En mangeant des feuilles ici, ils peuvent en emmener des petits morceaux à cet endroit-là. Et ça, c'est bien, hein. Ça veut dire qu'en fait, on a calculé qu'en 10 ans, tout le sol de la prairie, il est passé par le tube digestif des lombrics. Ça montre vraiment leur importance ici. Et le ver de terre, il peut aussi prendre de l'humus, il peut aussi prendre de l'argile, et puis il peut le déposer ça plus tard. Donc il peut aussi répartir l'humus, les complexes argilomiques, de la même façon. Et autre chose, c'est marqué ici, dans le tube digestif du lombric, en fait, il va sécréter, alors ces organismes symbiotiques ou lui-même, des molécules qui vont permettre d'optimiser la formation de complexes entre les argiles qu'il a mangées et l'humus qu'il a mangé. Et il rejette donc des complexes argilomiques très importants dans le sol, voire l'année prochaine. Les petits turicules aussi d'ailleurs ont une importance, elles limitent le ruissellement de l'eau, qui du coup ne part pas et qui du coup est disponible pour les êtres vivants du sol. Donc là on voit bien que les lombrics, en se nourrissant, en se déplaçant dans les galeries, en rejetant leur déjection, ils structurent le biotope du sol et ça influence les caractéristiques de cet habitat pour les autres espèces, les végétaux ou la microflore par exemple. Passons maintenant à la notion d'espèce clé de voûte. Alors qu'est-ce qu'une espèce clé de voûte? C'est une espèce qui va conditionner la biocénose de l'écosystème. C'est-à-dire que si on l'enlève, ce dernier va perdre son organisation et ne peut plus fonctionner correctement. Alors quel est un bon exemple d'espèce clé de voûte? C'est la vache pour l'écosystème prairie. Effectivement, si on enlève la vache, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui va se passer très vite, c'est que déjà les espèces végétales vont changer. Celles qui étaient broutées par la vache, qui n'arrivaient pas bien à se développer parce qu'elles étaient broutées, maintenant vont bien mieux se développer, au détriment de celles que n'aimait pas la vache, comme les renoncules par exemple. Et toutes les espèces qui sont liées aux bouses, à savoir les bousiers et aussi les prédateurs des bousiers comme les oiseaux, vont aussi disparaître. Ça veut dire que l'écosystème va beaucoup changer et à terme, on verra dans la succession écologique, on va obtenir une forêt. Donc ça c'est un bon exemple d'espèce clé de voûte. Autre exemple d'espèce clé de voûte, c'est le castor, de tout à l'heure. Puisque si on enlève le castor, qu'est-ce qui va se passer? Les barrages qui ne sont pas entretenus petit à petit vont être altérés, disparaître, et tous les êtres vivants qui sont associés aux barrages vont disparaître. Le ver de terre de tout à l'heure est aussi une espèce clé de voûte, puisque si on l'enlève, tout ce qu'il faisait dans l'écosystème, finalement, n'a plus lieu, quoi. Alors, j'ai pris 3 exemples volontairement qui sont aussi des espèces ingénieurs. C'est pour vous dire que concrètement, les écologistes les chercheurs qui font de l'écologie, souvent utilisent les 2 définitions espèce clé de voûte, espèce ingénieure comme synonymes. Alors que nous, on a vu que dans la vraie définition, il y a une différence quand même. D'ailleurs, je peux vous donner ici un exemple d'espèce clé de voûte qui n'est pas architecte. C'est par exemple les abeilles. Les abeilles, si on les enlève, donc le biotope
au sens construction du biotope, donc ça ne va pas changer. Hein. Donc c'est pas une espèce ingénieure. Par contre, effectivement, les fabacées pollinisées par les abeilles ne pourront plus être pollinisées et la biocénose va changer. Le champ va être par exemple qu'un champ de graminées et non plus de fabacées et de graminées. Passons maintenant à la dernière chose, à savoir que la diversité spécifique de la biocénose, on peut l'estimer avec des indices mathématiques. Ici, on s'intéresse à la diversité interspécifique, qu'on avait aussi appelée la diversité spécifique. Alors comment on peut la mesurer, cette diversité, au sein d'un écosystème? Alors, on peut lui affecter deux composantes. La première composante de cette diversité des espèces, c'est ce qu'on va appeler la richesse spécifique. Quel est le nombre d'espèces différentes? Ici, par exemple, on voit qu'il y a 4 espèces différentes, donc la richesse spécifique, c'est égal à 4. Ici aussi, il y a 4 espèces différentes, 1, 2, 3 et 4. La richesse spécifique, elle est aussi égale à 4. Alors quand on est sur le terrain, comment on mesure la richesse spécifique? Concrètement, on va par exemple dans une prairie, on va donc étudier une certaine aire de cette prairie et on va mesurer quel est le nombre d'espèces. Alors plus l'aire que je vais étudier va augmenter, plus je vais trouver un nombre d'espèces fort. Puisque la première fois, si par exemple je prends 1 mètre carré, je vais trouver, je sais pas moi, 4 espèces, mais si je prends 2 mètres carrés, je vais peut-être en trouver 6 des espèces. Donc les 4 plus 2 autres que j'avais pas sur le premier mètre carré, quoi. Et donc quand j'augmente ma surface d'étude, je m'attends à avoir un nombre d'espèces qui augmente. Au bout d'un moment, par contre, ça va saturer. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept de l'aire minimale. Donc dans mon cas de la prairie, par exemple, quand j'échantillonne une surface d'étude qui est ici de 140 hectares, et ben, si j'échantillonne plus, en fait, je ne vais pas trop faire changer le nombre d'espèces. Donc nous, quand on va faire ça en TP, effectivement, on va s'arranger pour échantillonner une aire qui soit assez forte, hein, pour être au niveau ici quasiment de l'asymptote. Alors ça va dépendre des écosystèmes. Hein. Si vous échantillonnez une steppe, par exemple, vous avez vu l'évolution, elle est comme ça. Ça veut dire que là, quand j'échantillonne 60 hectares, ça me suffit pour être quasiment au niveau de l'asymptote. Donc, une première possibilité, voire TP encore une fois sur le terrain, c'est d'estimer ce qu'on appelle le nombre d'espèces, la richesse spécifique. Par contre, on le voit ici, ça ne suffit pas. Là, ce que l'on voit, c'est que c'est la même richesse spécifique, il y en a 4, mais que là, il y a un petit peu de chaque, à peu près à la même fréquence. Alors que là, il y a essentiellement de cet arbre-là. Donc, il n'y a pas la même biodiversité en termes de proportions relatives. On a envie de dire intuitivement que là, la biodiversité, elle est plus forte que ici, où là, c'est presque tout le temps le même, quoi. Donc, pour ceci, il nous faut un indice qui matérialise cette proportion relative des différentes espèces. Alors, il y a plusieurs indices qui sont utilisés. Nous, celui qu'on va utiliser, c'est l'indice de Shannon. L'indice de Shannon, donc, c'est la somme des fréquences de la première espèce fois log en base 2 de la fréquence de la première espèce, plus moins la fréquence de la deuxième espèce fois log en base 2 de la fréquence de la deuxième espèce, etc. Je fais ça sur toutes les espèces. Alors, c'est un petit peu compliqué mathématiquement à comprendre comment ça va évoluer, ceci. Donc, nous, on va l'admettre. On va admettre que quand il y a des espèces ultra majoritaires, donc une espèce qui est ultra majoritaire, H' va être proche de 0. Et par contre, quand toutes les espèces ont la même fréquence, H' va être fort et va être à son maximum, qui est log en base 2 de la richesse spécifique. Log en base 2, c'est comme ln, c'est comme le log. Le log en base 10, il est connu, le ln, il est connu. Le log en base 2, c'est ln de x sur ln de 2. Le log en base 10, c'est ln de x sur ln de 10. Le fait que ce soit en base 2, c'est un petit peu bizarroïde pour nous, bien évidemment. Ça, c'est en lien en fait avec la théorie de l'information, hein, qui est à l'origine de cet indice. Peu importe, peu importe. Alors prenons un exemple concret. Prenons cet exemple concret, j'ai 200 individus, j'ai 10 espèces différentes, c'est marqué ici, et ces espèces différentes, il y en a une qui est super abondante, ça veut dire que j'ai 190 individus de la première espèce, et j'ai un individu de la deuxième, j'ai un individu de la troisième, etc. Je vais calculer H'. Je calcule H', voici la formule, donc là, log, ça tend vers 1, ça. Je vous ai dit qu'il y en a une super abondante. Donc ça tend vers 1, log de 1, c'est presque 0. Enfin, log de 1, c'est 0, mais là, donc log de presque 1, c'est presque 0. Donc là, c'est un truc qui est proche de 0. Et là, j'additionne certains termes où j'ai très petit fois log de très petit. Et la limite en maths, on connaît de x ln de x quand x est très petit, 0, hein, je veux dire, c'est 0. Donc là, j'ai que des termes qui sont très proches de 0. Bref, H', il est proche de 0. C'est ce que j'avais mis ici. Et quand par contre les fréquences deviennent assez homogènes, je vais prendre mon deuxième exemple, je vais prendre donc toujours pareil, par contre là j'ai 10 espèces qui sont bien réparties. Ça veut dire que j'ai 20
individus de l'espèce 1, 20 individus de l'espèce 2, etc. Et bien là, quand je vais calculer mon indice de Shannon, je le fais ici. Donc, moins, j'en ai 20 sur 200, fois log de 20 sur 200, plus, et je fais ça 10 fois en fait. Donc, c'est lui fois 10, donc c'est ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est moins 1. Log de 20 sur 200, c'est quoi le 20 sur 200? C'est n sur rs sur n. Hein. Si je prends les n et les rs au lieu de prendre mes 10, mes 20 et mes 200 qui sont plus agréables à voir en biologie, je résous et j'obtiens donc moins log de 1 sur rs. Ça veut dire plus log de rs d'après la fonction log. Bon bref, j'ai mon maximum qui est ici. Donc l'indice de Shannon, on va admettre que plus il est grand, plus ça veut dire que les espèces, elles sont équiréparties. Voyons voir ceci sur un exemple concret. Là, j'ai deux milieux avec des espèces. Je vais calculer l'indice de Shannon. Alors là, l'indice de Shannon, donc il me faut les proportions de chaque individu. Elles sont ici. Je fais ma formule, je vous laisse vérifier que vous trouvez la même chose. Et vous trouvez ici que l'indice de Shannon, c'est 1,37, donc c'est plus petit. Ici, l'indice de Shannon, c'est 1,99, c'est plus grand. Donc là, j'ai une meilleure diversité que ici, avec l'indice de Shannon. Alors, il y a quand même un petit problème quand je compare comme ça, c'est que si dans le milieu, il n'y a pas la même richesse spécifique, l'indice de Shannon, son max n'est pas le même. Ça, c'est un petit peu pénible. Là, si c'était tout équiréparti, j'aurais trouvé 2,32. Là, si c'est tout équiréparti, j'aurais trouvé 2. C'est juste parce que là, RS, il vaut 4. Et là, RS, il vaut 5. Donc, en fait, je vais pondérer par la richesse spécifique. Ça veut dire qu'en fait, plutôt que d'utiliser l'indice de Shannon, on utilise plutôt l'indice d'équitabilité, ça s'appelle. Ça veut dire H' sur Hmax. Je le fais. Là, 1,37 sur le 2,32 qui était le maximum que je pouvais avoir, c'est 0,59. Là, j'ai eu 1,99. Le maximum, c'était 2. Donc 1,99 divisé par 2, ça fait à peu près 0,99. J, c'est l'indice d'équitabilité. Et donc, en comparant les deux, en m'affranchissant du RS qui est différent, alors là, c'était pas trop gênant. Hein. RS 5 et 4, c'était proche. Mais des fois, les RS sont très différents. Donc, je fais ça et je compare. Et je vois que lui est plus grand que lui. Et donc, que lui, il a une plus grande diversité que ce qui est ici. Petite remarque, quand on détermine les espèces pour calculer la richesse spécifique ou la diversité spécifique de l'indice de Shannon, on a fait des exemples qui étaient simples. On voyait bien que lui c'était une certaine espèce et que lui c'était une autre. Des fois, concrètement, c'est difficile de déterminer les espèces. Par exemple, quand on s'intéresse à la communauté des bactéries de l'intestin ou à la communauté des bactéries du sol, c'est difficile de dire, voilà la bactérie A, voilà la bactérie B, etc., en observant comme ceci. Alors comment on fait alors ? En fait, on utilise ce qu'on appelle de la métagénomique. Ça veut dire, on dit aussi de la génomique environnementale. Concrètement, on prélève toutes les bactéries qui sont dans l'intestin, dans mon exemple. On prélève tous les ADN de ces bactéries. Et ensuite, on va séquencer ces ADN par des séquençages haut débit. Et avec des bases de données, on va pouvoir identifier, ça c'est le petit morceau d'ADN d'une bactérie A, ça c'est le petit morceau d'ADN d'une bactérie B. Et c'est comme ça qu'on arrive, donc en étudiant l'ADN en tant que marqueur de l'espèce bactérienne, à déterminer le nombre d'espèces possibles. Alors, dernière chose à voir dans ce grand 1, on a vu la biotope, on a vu la biocénose. Maintenant, on va voir que la distribution spatiale des composants de cet écosystème, du biotope et de la biocénose, vont déterminer sa structure. Alors concernant le biotope, effectivement, dans un écosystème, les paramètres de biotope varient selon le lieu, selon l'espace. Ça, c'est assez logique. Hein. Par exemple, dans une forêt, selon où on est, la nature du sol peut être différente, la pente peut être différente, la luminosité aussi. À petite échelle, ça marche aussi. Hein. Dans un petit champ comme ça d'une prairie, la lumière qui est ici, il y en a bien plus que la lumière qui est là. L'humidité ici est plus faible qu'au niveau du sol. La vitesse du vent ici est grande, et là, la vitesse du vent est faible. Donc, on a des paramètres du biotope qui, effectivement, varient en fait selon où on est dans l'écosystème. De la même façon, dans un écosystème, les êtres vivants de la biocénose ne sont pas répartis au hasard. L'écosystème est effectivement organisé spatialement. Alors, les espèces peuvent être distribuées verticalement. On parle de stratification verticale, avec différentes strates. Là, on le voit avec les végétaux, par exemple, qui sont différents et qui donc permettent de définir les strates arborescentes, arbustives, etc. Et dans ces deux cas, cette stratification des végétaux, elle va se répercuter sur l'occupation spatiale des animaux. Là, on voit que les lombrics vont être plutôt au niveau de cette strate-là, alors que les oiseaux vont pouvoir être au niveau de cette strate-là, ou pourquoi pas au niveau plus bas, ça va dépendre des oiseaux. Autre exemple que je vous donne ici, là c'est un exemple très précis, mais c'est pour vous montrer l'idée. Là, quand j'observe donc la stratification verticale des papillons, effectivement,
dans une prairie selon la hauteur de la végétation. On va plutôt trouver donc lui au niveau du sol, alors que celui-ci, on va plutôt le trouver au niveau de 30 cm ou un petit peu plus de hauteur. Donc il y a une stratification verticale des animaux et des végétaux. Les espèces peuvent aussi être distribuées horizontalement. C'est le cas dans les milieux où il y a des gradients, comme un gradient de pente ou un gradient d'humidité. Dans mon exemple qui est ici, j'ai une pente, donc l'eau, en fait, quand il pleut, elle tend à s'accumuler à cet endroit-là. Je vois l'humidité du sol qui est forte ici et pas ici. Et quand il pleut, les nitrates tendent à être lexiviés et à s'accumuler ici. Là, je vais trouver quoi? Je vais trouver des végétaux qui sont exigeants en eau et en azote, nitrate. Par exemple, l'ortie, par exemple, le saule et le bouleau. Là, je vais trouver des espèces qui sont peu exigeantes, comme le pissenlit ou le chardon. Ça veut dire que là, horizontalement, j'ai une distribution spatiale de la biocénose au sein de mon écosystème. Et enfin, je fais toujours de la répartition spatiale pour la biocénose. Pour un lieu donné, les différents individus d'une même espèce peuvent aussi être répartis relativement dans l'espace de plusieurs façons. Par exemple, les espèces peuvent être réparties d'une façon homogène. C'est le cas, par exemple, des espèces territoriales, où chacun a son territoire, et quand j'observe spatialement, je vois une répartition homogène. La répartition peut être agrégative dans le cas d'espèces grégaires comme le mouton, comme la vache, ou des espèces qui font de la reproduction asexuée. Les espèces vont plutôt tendance à faire donc, des amas, des groupes comme ceci, agrégés, répartition agrégative. Ou bien la répartition peut être tout à fait aléatoire. Par exemple, dans le cas des espèces à dispersion anémocore par le vent, effectivement, comme le pissenlit, on va en trouver donc un petit peu aléatoirement, et ça on peut le modéliser mathématiquement, bien évidemment. Bon, finalement, on peut faire le bilan du grand 1. Donc nous on a vu séparément le biotope, la biocénose. Il faut savoir que les deux s'influencent mutuellement. Effectivement, c'est important ça. Le biotope, il détermine en partie quelles sont les espèces qui vont pouvoir être présentes dans l'écosystème. C'est ce qui est représenté sur cette figure-là. Dans un écosystème, par exemple là dehors, dans le champ que je suis en train de voir, théoriquement, je pourrais avoir du pissenlit, de la renoncule, une taupe, enfin bref, plein d'espèces. Et le biotope, le substrat, le pH, la luminosité, etc., ça va faire un filtre qui fait qu'il n'y a que certaines espèces qui vont pouvoir finalement être présentes. Par exemple, la prairie qui est devant chez moi, il n'y a aucune ombre, quoi. Donc toutes les espèces qui pourraient être présentes s'il y avait de l'ombre, comme par exemple les mousses, en fait, il n'y en a pas, quoi. Donc le biotope fait un filtre, en fait, qui détermine quelle est la biocénose que j'ai réellement dans mon écosystème. Donc ça, c'est l'influence du biotope sur la biocénose. Et vice-versa, la biocénose peut aussi influencer le biotope. On a vu ça tout à l'heure. Alors là, c'est un autre exemple, mais c'est le même principe. On a vu que la présence d'arbres influençait les paramètres abiotiques. Par exemple, le vent est fort ici et là, le vent est faible. Par exemple, la lumière ici, elle est grande et là, elle est faible. Donc là, c'est bien le végétal qui influence les paramètres abiotiques en question. Et puis, je prends un autre exemple ici qui est très connu en agronomie. Les fabacées, ça fait partie donc de la biocénose, ça influence la teneur en nitrate d'un sol. Effectivement, quand on cultive un champ de poissées que des poissées, la teneur en nitrate va diminuer au cours du temps. Par contre, si on rajoute des fabacées comme du trèfle, qui sont capables de faire la symbiose avec rhizobium, et donc de accumuler du N, et quand les trèfles vont être dégradés, ça va relibérer cet azote, ça permet de maintenir une quantité en nitrate qui est forte par rapport à ce cas-là. En bilan, on peut faire la carte mentale associée à ce grand 1. On a vu que l'écosystème, c'était un biotope et une biocénose. Le biotope, ce sont les caractères physiques et chimiques de l'habitat qu'on a subdivisés en 3 groupes. La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants de l'écosystème. La biodiversité, on peut l'avoir à plusieurs échelles, notamment à l'échelle intraspécifique et à l'échelle spécifique. Cette diversité-là est mesurée par des indices. La richesse spécifique, l'indice de Shannon, l'indice d'équitabilité H' sur H' max. On a vu qu'on pouvait aussi étudier la diversité au sein de groupes qu'on a appelés fonctionnels, avec les 3 grands groupes fonctionnels d'un écosystème. Et on a vu aussi l'importance de ce qu'on appelle les espèces clés de voûte et ingénieurs. Le biotope, la biocénose s'influencent mutuellement. Et la distribution spatiale des paramètres du biotope et de la biocénose, c'est ce qui définit la structure de l'écosystème. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir les relations interspécifiques entre les êtres vivants des écosystèmes. On aura 2 sous-parties. La première sous-partie, ça va être de montrer les différents types de relations interspécifiques qui existent. Et ensuite, nous verrons que ces relations interspécifiques vont avoir des effets sur les modalités d'occupation du milieu
par la biocénose. Alors, premier point, il existe différents types de relations interspécifiques. Les relations interspécifiques avaient déjà été abordées dans les cours O2 et E1. Alors ici, on va les revoir en utilisant le concept de valeur sélective ou de fitness, qui est un concept très utilisé en écologie et en évolution. C'est quelque chose dont vous parlerez beaucoup lors du cours E3 de BCP-ST2. Alors qu'est-ce que c'est que la fitness d'un organisme, ou la valeur sélective de cet organisme, qu'on appelle oméga? C'est la capacité de cet organisme à transmettre ses allèles à la génération suivante. Mathématiquement, c'est très simple, la fitness se définit par la probabilité de survie jusqu'à l'âge adulte fois le taux de fécondité. Prenons deux exemples pour exprimer ceci. Imaginons un organisme 1 qui a une probabilité de survie entre la naissance jusqu'à l'âge reproducteur de 0,5 et une fois qu'il a l'âge adulte, il a un taux de fécondité de 1,2. Dans ce cas, on peut calculer sa fitness, 0,5 fois 1,2 égale 0,6. Ça signifie que si je prends donc 100 individus qui naissent et qui vont devenir donc adultes, qui vont faire des petits, ces individus qui naissent, donc il y en a 50 qui vont survivre sur les 100, puisque j'ai une probabilité de survie de 0,5, et une fois qu'ils ont survécu, ils vont avoir donc un taux de fécondité de 1,2, ça veut dire que les 50 vont permettre de faire 60 petits. Si je prends cet exemple ici avec d'autres individus qui ont une autre fitness de 0,72, étant donc une survie qui est plus grande que ici, 0,9, mais un taux de fécondité qui est plus petit, par exemple 0,8, je peux calculer donc la fitness, 0,72. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 100 individus qui naissent, il y en a 90 qui vont survivre, et sur ceux qui survivent, donc taux de fécondité de 0,8, donc 90 fois 0,8, ça va faire 72 petits. Et on comprend bien qu'au cours des générations, les individus qui ont la fitness la plus élevée, ce sont ceux qui vont donc s'étendre et qui vont être, donc, on dit, sélectionnés lors des cours de l'évolution de l'année prochaine. Alors ça, c'était un petit entre parenthèses. Voyons voir donc les relations interspécifiques. Ces relations interspécifiques, on peut les classer selon leur effet sur la fitness des deux partenaires. Alors effectivement, là je vais reprendre le tableau de l'époque, on n'avait pas utilisé le terme de fitness, on avait juste dit c'est positif ou c'est négatif. Là, j'utilise le terme de fitness et je reprends exactement ce qu'on avait dit. Donc, il y a plusieurs types de relations. Il y a les relations de compétition. Ce sont des relations qui vont diminuer la fitness pour les deux partenaires. Ça veut dire que les deux partenaires, en fait, vont être en compétition pour l'accès à des ressources en quantité limitée. Et donc, ça va donc avoir un effet négatif par rapport au cas où il n'y avait pas cette compétition. Par exemple, dans la prairie pâturée, là c'est que des exemples de prairies pâturées pour répondre donc à ce qui nous est demandé par le programme. Les trèfles, par exemple, sont en compétition avec les poissés. S'il n'y avait pas de poissés, les trèfles pousseraient mieux, ils auraient plus de ressources, et vice-versa. Autre relation, qui n'est pas ici moins, mais qui est moins 0, ça veut dire qu'il n'a pas d'effet sur l'autre, donc ça diminue la fitness d'un seul des deux partenaires sans effet sur l'autre, c'est ce qu'on appelle l'amensalisme. Là, donc, c'est marqué ici, c'est explicité ici, par exemple, le chardon piétiné par la vache. Le chardon, donc la vache, elle a un effet négatif sur le chardon, puisqu'il est piétiné. Par contre, la vache, elle, le chardon n'a aucun effet sur la vache. Autre type de relation, ce sont des relations qui vont être moins plus cette fois-ci. Ça veut dire qu'ils vont diminuer la fitness d'un partenaire et augmenter la fitness de l'autre. Ce sont les relations de prédation, où il y a un organisme vivant qui met à mort un autre organisme afin de s'en nourrir. Par exemple, le moineau qui se nourrit de criquets. C'est la prédation du moineau sur le criquet, donc c'est positif pour le moineau et c'est négatif pour le criquet. La phytophagie, où là c'est une relation toujours interspécifique où un organisme vivant se nourrit à partir d'un autre organisme végétal vivant. Par exemple, la vache qui se nourrit de fabacées, donc c'est positif pour la vache, négatif pour les fabacées. Et le parasitisme, où là c'est une relation étroite entre deux espèces vivantes. Il y en a une qu'on va appeler l'hôte, qui va héberger la seconde qu'on va appeler le parasite. Et ce parasite, il vit aux dépens de l'hôte sur le plan trophique. Par rapport à la prédation, ça ressemble un petit peu, mais ici l'interaction elle est plus durable et le parasite ne va pas tuer directement son hôte. Même il peut le maintenir vivant pendant très longtemps. Par exemple, les ténias ou les tiques qui sont parasites de la vache. Donc, par exemple, le ténia va être dans le tube digestif de la vache. Ça ne va pas faire mourir la vache, par contre, ça va beaucoup l'affaiblir. Et le ténia prend les nutriments qui sont dans l'intestin de la vache. Donc, c'est négatif pour la vache et c'est positif pour le ténia. Il y a des relations plus 0, ça veut dire qu'ils augmentent la fitness d'un seul des deux partenaires et ça n'a aucun effet sur l'autre. Ça s'appelle du commensalisme. Par exemple, le bousier, c'est un commensal de la vache. C'est-à-dire que la vache fait des bouses, le bousier donc utilise les bouses et c'est positif pour lui puisque ça permet la nourriture et ça permet donc des lieux d'habitat et de ponte. Donc c'est positif pour lui et la vache, pour elle, peu importe quoi. Donc pour elle, c'est neutre en fait.
Et enfin, la relation, c'est la première qu'on avait vue dans le programme, le mutualisme, où là, ça, c'est plus, donc ça augmente la fitness des deux partenaires. Dans le mutualisme, on va distinguer au sens strict la symbiose, où là, c'est une relation étroite qui se prolonge dans le temps, et une coopération, qui est une relation donc mutualiste, sans contact étroit, et qui est moins durable. Par exemple, les abeilles coopèrent avec les plantes à fleurs. Donc elles visitent les plantes à fleurs, puis elles s'en vont, puis elles vivent leur vie, puis elles reviennent. C'est positif pour les plantes à fleurs puisque ça a pollinisation, et c'est positif pour les abeilles puisqu'elles peuvent prendre le nectar. Exemple de symbiose, c'était le cours de la vache par exemple, ou le cours avec Rhizobium et les mycorhizes. Je vais prendre un seul exemple, les bactéries du rumen de la panse de la vache. Ça c'est tout à fait étroit, hein. Elles sont tout le temps dans l'estomac de la vache, et c'est prolongé dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la vache, donc, elle mange. Ça donne à manger donc, pour les bactéries de la panse. Et les bactéries, par leur métabolisme, font des déchets comme des acides gras volatiles qui sont utilisés par la vache. Donc c'est positif et positif. Ici, c'est juste une figure, je vais passer très très vite, qui récapitule les trois exemples que l'on avait bien vus dans le cours sur la vache et dans le cours sur la reproduction et ici dans le cours sur la nutrition des fabacées avec les mycorhizes. Petite remarque ici sur des termes qui sont autres que ceux que l'on vient de voir. Alors effectivement, il y a des cas particuliers, notamment ici je vais commencer par le cas de l'antibiose. Alors qu'est-ce que c'est l'antibiose? Imaginons donc des bactéries et des mycètes qui sont dans un milieu où il y a des protéines et des glucides. Les mycètes et les bactéries sont des absorbotrophes ou osmotrophes, ça veut dire qu'ils vont sécréter des exoenzymes qui vont détruire, enfin qui vont dégrader en fait, par exemple de la cellulose en glucose ou des protéines en acides aminés. Et une fois que les exoenzymes ont fait leur rôle, les nutriments qui sont ici, donc les oses et les acides aminés, peuvent être absorbés par le mycète ou par les bactéries. Les deux sont donc en compétition pour cette nourriture. Le mycète peut sécréter dans l'environnement des antibiotiques qui vont agir négativement sur les bactéries, qui vont les affaiblir, voire les tuer, ce qui va hautement favoriser le mycète, du coup, qui aura accès à ça. La bactérie peut faire la même chose. Elle peut sécréter, alors on n'appelle pas ça des antibiotiques, puisque antibiotiques c'est contre les bactéries. Lui, il va sécréter donc des fongicides, des antimycètes en gros, hein, qui vont avoir un effet négatif sur le mycète. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une antibiose. Dans la classification de tout à l'heure, l'antibiose, on pourrait la classer. Alors, il y en a qui disent que c'est une compétition asymétrique, puisque là, c'est une compétition entre les deux, et le fait de sécréter des antibiotiques donc, va favoriser celui-ci au détriment de celui-ci dans la relation compétitive. Hein. Il y en a qui traitent ça dans les relations plus-moins. Je viens de le voir un instant. Quand lui sécrète ses antibiotiques, lui il est favorisé et lui il est défavorisé. Donc selon les auteurs, en fait, on peut classer l'antibiose soit dans une compétition asymétrique, soit dans une relation plus-moins, comme le parasitisme, comme la prédation, comme la phytophagie. Autre terme qu'on utilise aussi, et c'est comme l'antibiose, c'est l'allélopathie. Alors l'allélopathie, c'est comme l'antibiose, je viens de le dire, c'est quand un végétal, cette fois-ci, il émet dans le milieu donc des substances qui vont empêcher, toxiques, hein, qui vont empêcher le développement d'autres végétaux à côté. Un très bon exemple, c'est le noyer, qui émet donc une substance qui s'appelle la juglone, qui va inhiber le développement de plants, par exemple de plants de tomates. On voit ça classiquement quand on a un noyer chez nous et qu'on a un potager et que ça pousse pas bien, quoi. Donc là, il y a une inhibition, ça permet de maintenir donc tout le sol, en gros, pour le noyer, quoi. Il n'y a pas de compétition avec la tomate dans cet exemple. Encore une fois, ça peut être classé dans un phénomène de compétition asymétrique ou dans une relation plus-moins, positif pour le noyer, négatif pour la tomate. Dernier cas, terme qu'on utilise aussi, c'est le cas des insectes qui sont parasitoïdes. Alors c'est quoi un parasitoïde? C'est un organisme qui va se développer dans le corps d'un autre et qui va tuer ce dernier à la fin de son développement. Alors la très grande majorité des parasitoïdes, ce sont des insectes. Là, on voit un insecte qui va pondre en fait dans un autre insecte. Les larves vont se développer en dévorant les organes de l'hôte ici, et à la fin, l'hôte va être mort en fait, et puis les larves vont pouvoir sortir en fait, et ensuite finir leur développement. Donc avec les insectes parasitoïdes, on se situe entre le parasitisme et la prédation. C'est une relation interspécifique plus-moins ici. Le parasitoïde a sa fitness qui est augmentée, et l'autre bien sûr a sa fitness qui est diminuée. En bilan, on peut donc dire qu'au sein d'un écosystème, les organismes établissent de nombreuses relations interspécifiques avec les autres espèces. On a vu des exemples dans la prairie pâturée. Ici, je vous mets des exemples dans la forêt, hein, notamment au niveau de ce qui se passe au niveau d'un arbre, avec tous les termes que l'on a pu voir tout à l'heure, avec ici des exemples particuliers de l'écosystème forestier. Alors, dernière chose à dire dans cette sous-partie du grand 2,
C'est que ce qu'on vient de voir, donc les relations interspécifiques, en fait, leur typologie, elle peut changer en fonction du contexte écologique. Effectivement, on avait déjà vu un exemple dans le cours sur les fabacées. On avait dit que les fabacées et rhizobium sont en symbiose. Par contre, quand le sol il est riche en nitrates, la fabacée elle a tendance à se débarrasser de son rhizobium. Du coup, dans ce cas, la symbiose disparaît. Là, j'ai un autre exemple de relation donc entre les pucerons et les fourmis. Alors, les fourmis et les pucerons sont en coopération classiquement quand il y a des prédateurs de pucerons. Alors qu'est-ce qui se passe? Le puceron donc se nourrit de sève, le puceron donc excrète ou sécrète, c'est au niveau de l'anus que ça se passe, hein, le miella qui est donc un liquide riche en glucides et car issu de la sève élaborée, et la fourmi donc se nourrit de ça, donc c'est positif pour elle bien sûr. Et en échange, on peut dire, la fourmi, elle défend les pucerons, hein, puisqu'elle va inhiber en fait l'attaque, c'est ce qui est représenté ici, l'attaque des prédateurs de pucerons qui sont les coccinelles, alors adultes et puis surtout les larves de coccinelles, quoi. Donc ça, c'est une relation de coopération, c'est un mutualisme entre le puceron et la fourmi. Quand il n'y a pas de prédateur, c'est le cas qui est ici, et ben ça continue. Par contre, là, l'effet, il est uniquement positif pour la fourmi. Le puceron, lui, peu importe, hein, qui est fourmi ou qui est pas fourmi, de toute façon, il fait du miel, hein. Donc là, il est pris par la fourmi, et pour lui, donc peu importe, c'est dans ce cas du commensalisme. Donc il y a une évolution du mutualisme vers le commensalisme. Et on peut faire plein d'exemples comme ça, où les relations peuvent évoluer, en fait, selon le contexte écologique. Passons maintenant à notre deuxième partie, à savoir que les relations interspécifiques, en modifiant la niche écologique des organismes, vont avoir des effets sur les modalités d'occupation du milieu. Alors, pour expliquer ceci, il faut déjà que je commence par définir ce que c'est qu'une niche écologique. Alors, c'est quoi la niche écologique? C'est l'ensemble des facteurs environnementaux qui sont nécessaires à la vie d'une espèce dans son écosystème. La description de la niche va se faire sur la base de paramètres abiotiques et sur la base de paramètres biotiques. Alors, je vais prendre un exemple, je vais prendre une taupe. Une taupe, elle a besoin de quoi pour vivre? Elle a besoin d'un sol meuble qui n'est pas trop compacté, avec pas des gros morceaux. Elle a besoin d'un sol qui soit humide. Elle a besoin d'une température qui ne soit pas trop forte. Tout ça, c'est quoi? C'est tous les paramètres abiotiques qui vont définir la niche de la taupe. Elle a besoin de quoi d'autre d'une taupe? Elle a besoin d'un sol qui soit riche en humus et riche en vers de terre, parce que c'est sa nourriture. Donc là, je décris la niche avec des paramètres biotiques, la présence de vers de terre. Donc c'est ça la niche écologique. Et donc classiquement, on représente une niche écologique par un hypervolume à n dimensions. Par exemple, ici, un organisme X, eh ben, il a besoin de quoi pour vivre cet organisme X? Il a besoin d'une température qui soit entre 14 et 26 degrés. Il a besoin d'une pluviométrie qui soit entre 400 et 800. Il a besoin de particules alimentaires qui ont une taille de 1,5 à 3. Vous avez vu? Donc là, j'ai délimité avec tout ce que je viens de dire cet hypervolume à 3 dimensions dans mon exemple que j'appelle la niche écologique. J'ai fait que 3 dimensions parce que là, je peux le représenter 4, 5, 6 dimensions. Je peux le représenter d'une façon abstraite, mais pas sur mon graphique ici. Mais c'est ça l'idée. Et je peux être plus précis. Quand je regarde, par exemple, la température, je peux dire que mon espèce X, elle a une température où vraiment elle aime bien, un petit peu optimale. C'est ici. Et le côté, ça, c'est sa température un petit peu de tolérance qu'elle aime moins. Donc là, on le voit ici. Par exemple, si ça c'est la température, là c'est est-ce que mon végétal ou ma taupe, tout ça va bien croître, par exemple, c'est le taux de croissance. Et bien on voit que là c'est l'optimum, elle croît bien. Là, elle peut quand même le faire, mais ça marche moins bien. Et par contre, quand je vais à l'extérieur de mon hypervolume ici, ben là par contre je sors de la niche écologique et ce sont des facteurs de température, par exemple dans mon exemple ici, qui ne vont pas pour la vie de l'espèce en question. Quand on parle de niche écologique, on peut distinguer deux sous-cas. Le premier sous-cas, c'est ce qu'on appelle la niche écologique théorique ou potentielle, c'est synonyme. Le deuxième sous-cas, c'est ce qu'on appelle la niche écologique réelle ou réalisée. Alors, c'est quoi la différence? La niche écologique théorique ou potentielle, c'est la niche que l'on considère en fait sans prendre en compte les interactions avec les autres espèces de l'écosystème, à part celles qui servent de nourriture. Alors, je vais prendre un exemple ici. Imaginons donc un facteur, je vais en prendre qu'un seul de facteur de niche écologique, à savoir l'humidité. Le vulpin est une espèce qui aime bien quand c'est très humide. Donc lui va pousser proche du niveau de la nappe phréatique. Là, c'est la topographie qui est ici. Le brome est une espèce qui n'aime pas trop l'humidité. Lui va pousser donc à des endroits où on est loin de la nappe phréatique, où donc la niche écologique, le paramètre en question, est sol plutôt sec. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir que les différents facteurs du biotope, par exemple ici l'humidité dans mon exemple, vont être responsables, en fixant les niches écologiques potentielles, de l'existence ou non
de telle ou telle espèce, tel ou tel être vivant, dans un écosystème donné. Quand je parle maintenant de niche écologique réelle ou réalisée, c'est la même chose, mais là on va prendre en compte les autres espèces. La présence d'autres espèces va avoir une influence sur la niche écologique de l'espèce considérée. Alors par exemple, dans le cas où il y a des compétiteurs, s'il n'y avait pas de compétiteurs, donc la niche potentielle, je la représente avec ce volume-là, et quand maintenant il y a un compétiteur A ou un compétiteur B, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce compétiteur donc, va rentrer en compétition avec notre espèce en question, et ça va aboutir à, dans ce cas, réduire la niche potentielle en une nouvelle niche, qui est la niche réalisée. Alors là, c'est un petit peu théorique, on va voir un exemple tout de suite, qui illustre cette idée. Dans cet exemple historique, on va observer la répartition spatiale de deux espèces de balanes. Alors quand les deux espèces sont présentes, voilà la répartition spatiale. Ctamalus va plutôt ici et Balanus va plutôt à cet endroit-là. Là, je suis en train d'observer la niche réalisée des deux espèces. Niche, réalisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire en présence des autres. J'observe Balanus en présence de Ctamalus. Alors je vais faire une expérience, c'est que je vais enlever tous les Balanus et voir si la niche de Ctamalus va évoluer. Effectivement, les organismes qui sont ici vont pouvoir coloniser cette zone-là. Ça veut dire que la niche potentielle de Ctamalus, elle est plus grande. Ça veut dire que quoi? Que Balanus, par sa présence, a réduit la niche de Ctamalus. La niche potentielle s'est transformée en niche réalisée. Pourquoi? Parce que l'espèce bleue ici, elle est plus compétitive quand le milieu il est fréquemment immergé et va l'emporter donc sur l'espèce marron. Si je fais une autre expérience, où là j'enlève l'espèce marron Ctamalus et j'observe le comportement de Balanus, et je ne vois aucune différence. Ça veut dire que la niche potentielle et la niche réalisée, c'est la même. Alors on a une explication, c'est que Balanus effectivement ne peut pas, même quand lui il n'est pas là, on pourrait penser il peut aller à cet endroit-là, mais en fait il peut pas, parce que lui il n'arrive pas bien à résister à des fortes températures ou à un manque d'eau. Plus je m'éloigne du niveau, moins il y a d'eau effectivement en termes de fréquence, et lui donc il n'arrive pas à aller ici. Donc là c'est intéressant, on a pu voir ici les notions de niche écologique potentielle et réalisée, qui peuvent être différentes ou pas, selon les cas, et donc l'impact de la compétition sur la niche en question, sa réduction. Alors, on peut faire la même chose avec l'exemple de tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu menti, parce que tout à l'heure, on a fait comme si ils vivaient dans leur niche potentielle. Mais en réalité, si j'enlève l'avoine et le brome, et que je laisse vivre le vulpin, je vais voir que le vulpin, il va pouvoir vivre jusqu'ici. Ça veut dire que là, encore une fois, là, je suis en train d'observer sa niche potentielle. Et en présence des autres, les autres, en fait, sont plus compétitifs quand c'est moins humide, en fait, et vont l'emporter sur le vulpin. Donc là, en fait, j'ai la niche potentielle du vulpin, et là, j'ai la niche réalisée du vulpin, qui est plus petite du fait de la compétition. C'est exactement avec l'exemple des balanes de tout à l'heure. On peut faire un petit dernier exemple, avec le cas de la taupe. Là, on a un exemple où on a un endroit avec un arrosage automatique où les taupes se sont installées, c'était chez quelqu'un ça. Là, il y a le chat du voisin. Et quand le chat du voisin est venu, au bout de quelques années, sur ce territoire-là, le chat chasse les taupes, et les taupes se sont déplacées en fait et se sont mis à un endroit donc moins intéressant pour elles, c'est vrai, où il y a moins d'eau en fait, mais leur niche s'est déplacée du fait de la présence, alors pas ici d'un compétiteur, mais du fait de la présence d'un prédateur. Donc là, on a encore un exemple où un être vivant, en fait, va restreindre la niche potentielle en niche réalisée. À noter que dans certains cas, au contraire, la présence de certaines espèces bénéfiques peut élargir la niche écologique. Exemple, l'arrivée de pollinisateurs peut élargir la niche écologique d'une espèce végétale. Ou exemple bien connu du cours 2, imaginons donc des fabacées qui ne peuvent pas bien pousser dans un champ parce qu'il n'y a pas assez de nitrates. L'arrivée de rhizobium dans ce champ va pouvoir permettre aux fabacées de s'installer du fait de la symbiose. Donc dans ce cas, il y a un élargissement de niche. Donc finalement, on a vu que la prédation, la compétition, le parasitisme, le mutualisme, on vient de le voir à l'instant, ça va modifier la niche potentielle en niche réalisée. Et ça a donc un impact important sur la répartition spatiale des espèces. Des espèces peuvent élargir les niches écologiques ou restreindre les niches écologiques. Alors dans le cas d'une compétition, on va observer ce qu'on appelle le phénomène d'exclusion compétitive. On va illustrer ceci par l'exemple historique de l'expérience de Gauss sur des paramécies. Alors qu'est-ce qu'il a fait Gauss? Il a utilisé donc deux paramécies, la jaune et la rouge,
Alors, il les a cultivées séparément et ces deux paramécies ont des niches écologiques très proches. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'une eau qui soit assez stagnante, et elles ont besoin de la présence de bactéries et de levures pour se nourrir, etc. etc. Quand paramécie jaune est cultivée toute seule, on voit qu'elle subit une croissance logistique jusqu'à atteindre la capacité limite du milieu. La paramécie rouge, c'est exactement la même chose. Quand on les met ensemble, on va observer par contre un truc particulier, c'est que les deux populations vont commencer à augmenter et dès qu'on arrive donc assez proche de la capacité limite du milieu, là la compétition va vraiment avoir lieu et en fait il y a une des deux espèces qui va mourir. Il y a extinction d'une des deux espèces, ici l'espèce rouge, et il n'y a que elle qui va survivre. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une exclusion compétitive qui entraîne une extinction d'une des deux espèces. Alors c'est ce qui peut arriver, mais il peut aussi arriver autre chose. C'est ce que l'on va voir ici. Alors dans cet exemple, on va reprendre des paramécies. Alors il y en a une différente, c'est la verte ici. Donc la paramécie rouge, elle vit en présence de bactéries et de levures, elle mange dans le tube, tout va bien, elle fait sa croissance logistique. La paramécie verte, pareil, elle fait sa croissance logistique. Et quand on met les deux ensemble, on va pas constater une extinction, une élimination d'une des deux, mais on va constater que les deux, en fait, elles vont coexister. Et quand on regarde précisément, ça c'est intéressant, on se rend compte qu'elles vont changer de répartition dans le tube. Celle-ci, elle va plutôt aller en surface, où il y a beaucoup de dioxygène et donc de bactéries qui sont aérobies. Elle est plus compétitive que elle pour manger des bactéries en fait. Elle va l'emporter. Elle va pas aller en surface. Elle va aller au fond. Et elle est bien apte à manger des levures par rapport à elle. Il se trouve qu'au fond, il y a plus de levures que de bactéries. Au fond, il n'y a pas beaucoup de dioxygène, hein, ça s'équilibre mal en fait. Et donc, il y a beaucoup de levures et elle peut manger les levures. Ça veut dire que les deux, en fait, elles coexistent, mais elles ne sont pas au même endroit que où elles étaient si elles étaient toutes seules. En fait. Ça veut dire que leur niche écologique, elle a été déplacée. Et donc les deux populations, elles coexistent par déplacement et du coup ici réduction de leur niche. La spécialisation dans la nourriture va permettre donc de réduire les niches et va permettre la coexistence justement. Alors ceci peut se voir donc chaque fois sur les documents. Par exemple, on fait la culture d'une espèce Synapsis sur un sol avec un gradient de pH, on voit qu'elle peut vivre tout ici. On prend Raphanus, c'est une brassicacée aussi, elle peut vivre avec tous ces pH-là, et quand on met les deux ensemble, on va voir que, par exemple, Synapsis, maintenant, pH 4, en fait, elle n'est pas assez compétitive, c'est lui qui est compétitif, donc il n'y en aura presque pas. Par contre, à pH 7 et 8, elle va vivre à fond. Elle, à pH 7 et 8, elle n'est pas assez compétitive. Et donc, on observe, en comparant les deux courbes ici et les deux courbes ici, qu'il y a eu déplacement de niche des deux, ce qui permet leur coexistence. Alors visuellement, ceci peut être représenté ici. Donc là, j'ai fait une niche écologique en prenant que deux paramètres pour que ce soit bien visible. Donc là, c'est toutes les espèces. Donc ça, ce sont des espèces d'oiseaux, par exemple. Donc ils vivent à une certaine hauteur de végétation et ils consomment certains types de graines que l'on voit ici. Là, on voit que B et D ont une zone en commun. Donc ça, effectivement, il y a une compétition ici. Et ce qui va se passer, c'est si les deux vont coexister, c'est que les niches vont être réduites ou se déplacer. Il est possible que maintenant, les oiseaux B et D vivent à des hauteurs de végétation différentes. Et que, pourquoi pas, ils se mettent à consommer des graines différemment. Par exemple, D maintenant va consommer que des grosses graines et B que des graines plus petites. Et donc là, il n'y a plus le chevauchement des niches. Là, j'ai une exclusion compétitive sans élimination, mais par réduction ou déplacement de niches. Alors ceci est très intéressant parce qu'on peut expliquer plein de choses que l'on voit dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que l'évolution par sélection naturelle peut emmener des espèces qui ont des niches écologiques très proches, qui sont en compétition donc, à modifier petit à petit leur niche, ce qui permet leur coexistence. Modification par exemple en changeant de nourriture. Et donc dans cet exemple ici, on voit que la compétition entre différents lézards qui viennent d'un même lézard ancestral, ça a abouti, suite à la sélection naturelle, à un partage des ressources, qui peuvent être alimentaires ou d'habitat. Et donc là, on a certains lézards. Donc par exemple, celui-ci, il vit à cet endroit-là, il a un certain type d'alimentation. Lui, il vit à cet endroit-là qui est une autre niche spatiale, il n'est plus en compétition avec celui-là. Lui, il vit à un autre endroit, lui à un autre endroit, etc. Donc l'idée, c'est que ce mode de partage de ressources, c'est le résultat de la sélection naturelle, qui fait que les espèces, elles ont divergé au point de vue de l'utilisation des ressources, de manière à réduire les processus de compétition. J'ai un autre exemple ici
où on voit donc la coexistence de nombreux oiseaux au niveau d'une falaise marine. Alors pourquoi ils arrivent à coexister ces oiseaux? Initialement, ils avaient peut-être tous la même niche, mais petit à petit, au cours de l'évolution, ils se sont spécialisés, chacun ayant une zone de nidification qui correspond à sa niche écologique, qui n'est pas chevauchante avec les autres oiseaux. Dernier exemple, mais c'est encore une fois la même chose. Là, c'est le cas des araignées dans une prairie. Et ben, on voit qu'au cours de l'évolution, chaque araignée donc, a sélectionné donc, une zone, une niche écologique particulière à elle, avec certaines proies qui sont différentes donc, des autres, qui permet encore une fois leur coexistence par partage des ressources. Laissons maintenant de côté la compétition et le phénomène d'exclusion compétitive pour parler de l'action des parasites phytophages et pathogènes sur les végétaux, avec l'effet Johnson-Connell. Alors de quoi s'agit-il? On a constaté depuis longtemps qu'en forêt équatoriale, il y a une très très grande diversité d'espèces d'arbres. Et ceci est paradoxal parce qu'en effet, du fait de nombreuses espèces qui ont une niche écologique potentielle très proche, on s'attendrait par compétition au phénomène d'exclusion de niche et finalement à la présence d'espèces très dominantes par rapport à d'autres, comme on a chez nous avec nos forêts de chênes ou nos forêts de hêtres. C'est pas du tout ce qu'on a ici. Et en plus, autre paradoxe, quand on prend une espèce donnée, on se rend compte que les individus de la même espèce sont éloignés de celle-ci. Or, on devrait s'attendre à ce qu'une espèce donnée donc fasse des graines et que les graines tombant proches avec une probabilité forte par rapport à loin, ben que les individus fils soient autour, quoi. C'est pas du tout ce qu'on observe. Et donc en 1970, Johnson et Connell ont proposé des expériences, représentées ici que moi je ne refais pas, et ont abouti aux connaissances et ont donné donc le nom à l'effet Johnson-Connell. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est que autour d'une plante adulte représentée ici d'une espèce A donnée, des parasites et des phytophages spécifiques à cette espèce vont s'accumuler au cours du temps dans son environnement immédiat, notamment au niveau du sol. Alors l'arbre qui est adulte, qui est robuste, ben, peut y résister. Par contre, les petites plantules qui sont ici issues des graines, représentées ici par les petits points orange, qui sont proches de l'arbre, elles ne vont pas bien y résister et vont mourir en fait. Elles ne sont pas aptes à se défendre. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que la prolifération de l'espèce A, elle est bridée aux alentours de cet arbre. Par contre, loin, où il n'y a pas les parasites et les pathogènes et les phytophages, l'espèce va pouvoir se développer. Et du coup, autour de cet arbre d'espèce A, ben, les niches sont libérées pour d'autres espèces qui n'ont pas les mêmes parasites, qui n'ont pas les mêmes pathogènes, qui vont pouvoir s'y installer. Et donc ça explique tout à fait ce que l'on observe dans la forêt équatoriale. Si je récapitule sur ce petit schéma, cette espèce A donc, va émettre des graines, la densité des graines proches va être forte, et plus je m'éloigne, plus la densité va être faible, c'est représenté ici. Par contre, la probabilité de survie proche est très faible du fait de l'existence de parasites et de pathogènes spécifiques à cette espèce A, donc les graines ne peuvent pas germer. Par contre, là, la probabilité est très forte parce qu'il n'y a pas les parasites en question. Et du coup, les graines, effectivement, vont germer dans cette zone ici. Et dans cette zone-là, libération de niche pour d'autres espèces, comme l'espèce B par exemple. Alors cet effet Johnson-Connell historique au niveau de la forêt équatoriale, on peut l'appliquer à d'autres écosystèmes, hein, sans problème. Là, c'est une application au niveau d'un champ cultivé avec de l'orge, hein, où il y a le même phénomène, voir ce qui est indiqué ici. Et d'ailleurs, au passage, empiriquement, cet effet, on le connaît depuis longtemps au potager, hein. On sait bien que quand on plante des tomates, il y a plein de parasites, le mildiou par exemple, ou de pathogènes, ou des nématodes qui peuvent arriver dans le coin, et que si l'année prochaine on replante au même endroit, ben les tomates risquent de moins bien pousser que si on les plante à d'autres endroits. C'est le phénomène de rotation de culture au potager. Petite remarque, selon si les micro-organismes qui se développent dans le sol autour d'une plante sont plutôt négatifs comme on vient de le voir, ou positifs comme dans les forêts tempérées, il peut y avoir du coup un effet Johnson-Connell ou exactement l'opposé, effet Johnson-Connell inversé. Donc là, on l'a déjà fait. Chez nous, les forêts de sapins sont essentiellement de sapins, de chênes sont essentiellement de chênes. Alors pourquoi? Parce qu'une espèce A, elle attire dans son environnement des micro-organismes favorables, par exemple responsables de la mycorhisation, qui sont spécifiques de l'espèce A, qui est l'espèce A ici. Et du coup, les graines de l'espèce A, si elles sont proches, elles vont avoir accès directement aux champignons mycorhizes, dans mon exemple, et vont pouvoir bien pousser. Par contre, les graines qui vont loin, si le champignon n'est pas présent, elles vont bien moins pousser. Donc là, ça explique le comportement différentiel des deux types de forêts. Alors il faut savoir quand même qu'en forêt équatoriale, effectivement, il y a aussi de la symbiose, hein. Par contre, la symbiose, les organismes sont moins spécifiques que dans les forêts tempérées. Par contre, les parasites sont plus spécifiques ici d'une espèce donnée que dans les forêts tempérées. C'est pour ça qu'on a soit l'un, soit l'autre dans ces deux exemples-là. Donc finalement, l'effet Johnson-Connell ou inversé, j'ai fait Johnson-Connell inversé, ils permettent bien d'expliquer la répartition spatiale des espèces végétales dans les écosystèmes que l'on a considérés.
Nous pouvons ici faire un bilan visuel de ce que nous avons vu dans cette partie 2B. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les facteurs du biotope, en rose, les relations interspécifiques, en bleu, vont déterminer tous deux la structure spatiale des écosystèmes, à savoir la distribution des différentes espèces dans cet écosystème. Les différentes espèces ici, c'est les ronds, triangles, carrés. Alors, dans l'ordre, on a vu que potentiellement dans un écosystème, il pourrait y avoir donc un certain nombre d'espèces, mais du fait des différents facteurs du biotope, caractérisés par une certaine température, la présence ou non de cachette, une certaine humidité, un certain pH du sol, etc., il s'opère un filtre abiotique qui fait que seules les espèces dont la niche écologique potentielle est présente vont pouvoir finalement être dans l'écosystème. Par exemple, cette espèce, on n'a qu'à dire qu'elle aime un sol acide, si dans le biotope le sol il est basique, cette espèce ne peut pas être présente. Ça, c'était le premier filtre. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le filtre biotique, qui est dû aux relations interspécifiques des différentes espèces entre elles. Alors nous, on a vu que par exemple, quand il y a une compétition, ça entraînait le phénomène d'exclusion compétitive, qui pouvait entraîner soit l'élimination d'une espèce, la moins compétitive, soit une réduction, un déplacement de niche, dans le cas d'une partage de ressources. Et on avait vu aussi dans le cas du parasitisme et de la phytophagie, qu'il pouvait y avoir l'effet de Johnson-Connell. Tout ceci fait que ces différentes espèces, elles vont se distribuer en fait spatialement dans l'écosystème d'une certaine façon, jusqu'à occuper leur niche écologique réalisée. Dans cet exemple, on voit par exemple que cette espèce-là, elle a été éliminée par compétition avec celle-ci. Elle n'est plus présente. Celle-ci et celle-ci sont en compétition. Et là, il y a eu le phénomène d'exclusion de niche. Celle-ci se trouve qu'à cet endroit, la rouge, et la bleue, la noire par exemple, se trouve qu'à cet endroit. Celle-ci et celle-ci, elles ont une relation de mangeur à manger. Elles se trouvent au même endroit, celle-ci mangeant celle-ci. Donc voilà le bilan visuel de ce qu'on a pu voir dans cette partie 2B. Juste pour finir, l'exercice 1 que l'on a vu en cours est très intéressant, je vous conseille de le refaire pour les concours, parce qu'il montre bien concrètement, à travers un exemple concret d'écosystème au niveau de la grotte de Saint-Nectaire, comment on utilise les différents concepts de niche potentielle, de niche réalisée, de compétition, et il permet aussi de voir l'influence des facteurs abiotiques sur le développement ou non de certaines espèces.